Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Eau de Vie. Aujourd'hui, je suis avec Lilia Sekal. Tu es brand manager pour Ninkasi. Alors, Ninkasi, c'est une brasserie, c'est une distillerie emblématique, mais c'est aussi un ensemble de lieux qui allient bière, burger, musique, je dirais culture en général. Bonjour Lilia. Salut Louis-Marie, merci de m'accueillir pour ce podcast et bonjour à tout le monde. Écoute, je suis très content d'échanger avec toi aujourd'hui, à la fois autour de ton parcours, mais aussi autour du projet Ninkasi. Peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, tu peux nous parler un peu de ton parcours. Tu as d'abord évolué dans le monde du cocktail avant de rejoindre celui des spiritueux chez Ninkasi, c'est bien ça ? Tout à fait. Alors, j'ai réellement débuté mon parcours dans le café en torréfaction et c'est là que j'ai commencé à travailler un petit peu les sens, notamment l'odorat. Et très rapidement, je suis montée à Paris et je me suis retrouvée à vendre des photocopieurs, qui était le job le moins fun du monde. En tout cas, de mon parcours, ça c'est sûr. Et du coup, j'ai eu besoin de raccrocher assez vite avec l'humain, avec le partage. Et donc, j'ai atterri en restauration. Et le tout premier bar dans lequel j'ai bossé s'appelait le 35 Tours et c'était un bar spécialisé dans les bières craft. À l'époque, ça avait pas forcément le vent en poupe, ça commençait à monter tout doucement. Et très vite, j'ai commencé à graviter autour du monde du cocktail. Et j'ai croisé la route d'un chef barman qui m'a fait découvrir tout plein de choses, tout plein d'associations de saveurs, voilà. Et c'est comme ça que j'ai fini par rentrer à travailler pour la Maison du Whisky. Et c'est là que le coup de foudre a débuté pour ce spiritueux. Ok. J'ai officié au bar de la Maison du Whisky durant 1 an, qui s'appelle le Golden Promise, qui est à Paris. Ouais, super. Et j'ai eu des gens autour de moi vraiment passionnants qui m'ont raconté plein de petites anecdotes sur les distilleries. Et c'est là que j'ai découvert un peu toute la complexité, la palette aromatique que peuvent avoir ce spiritueux, que peut avoir le whisky. Et de là, j'ai rencontré une petite troupe de personnes qui sont devenues des amis. Je cite Xavier Brevet et Mathieu Accard, qui bossaient eux aussi à la Maison du Whisky, mais pour l'une des boutiques. Et en fait, on s'est lancé un peu dans la folle aventure du whisky français, puisque eux ont monté un blog qui s'appelle whisky-français.com. Et on a commencé à geeker sur les distilleries françaises qui produisent du whisky, parce qu'on s'est aperçu à l'époque que personne n'en parlait. Et c'est comme ça que j'ai croisé la route d'Alban Perret, qui est le maître distillateur et maître de chai de Ninkasi. D'accord. Et alors, ta première rencontre avec un spiritueux, c'était ou au Golden Promise ou avant, tu as toujours eu une appétence un peu pour cet univers ou ça a été vraiment une découverte au gré des rencontres? C'était un peu une découverte au gré des rencontres parce que j'étais quand même pas mal branchée sur le goût de manière globale, notamment avec le café. En bossant à la conserverie, j'étais assez branchée mezcal, donc spiritueux d'agave fumé. Et le whisky, ça a été le coup de foudre en fait quand on a commencé à me faire une dégustation et que j'ai pu voir un peu la largeur de la palette aromatique du produit. Et tu te souviens de ta première dégustation? De whisky ? Ouais. Oula! Alors, je vais peut-être pas vous vendre du rêve, hein. C'était probablement un Maker's Mark ou un Jim Beam ou quelque chose d'assez classique, d'assez accessible et de plutôt fabriqué
en grand volume, quoi. Ok. Et donc, tu rencontres Alban Perret. Et là, j'imagine qu'au gré des discussions, l'opportunité arrive de rejoindre Ninkasi. Comment est-ce que ça se passe et pourquoi tu rejoins ce projet-là? Alors, ça a mis beaucoup de temps. En fait, j'ai rencontré Alban avec le projet Whisky français. À l'époque, on était en 2015, alors peut-être en 2016 même. Et les alambics qui venaient juste d'être installés à Tarare, la distillerie était assez vide, enfin notamment le chai était assez vide. Il y avait qu'un seul alambic. C'est assez petit, hein, l'endroit. Et et on goûte un peu ces premiers jus, deux, trois choses qu'il y a en barrique, on parle un peu, on boit de l'Imperial Creek, donc une bière barrel aged qui était trop bonne, qui tabasse un peu, qui est à 9%, on rigole bien. Et puis nous, on continue notre petit bout de route dans les distilleries du coin. Et en fait, après, avec Xavier, on a travaillé pour un bar qui s'appelle Les Passerelles, qui est également à Paris, qui est niché au sein d'un hôtel qui s'appelle le Parister. Et on se dit, bah, là-bas, nous, en fait, on va faire un back bar 100% whisky français. Et donc, on fait rentrer pas mal de collections de whisky. Et donc, je suis toujours en contact avec Ninkasi pour attendre leur première sortie de la première cuvée qui s'appelait le track 1 et ensuite le track 2. Il y avait une version qui était légèrement tourbée, qui était le track 2. Et donc, on est toujours resté en contact. On se croisait régulièrement sur des salons, enfin, le petit monde des spiritueux, quoi. Et en fait, enfin, j'ai commencé à bosser pour Ninkasi bien plus tard, hein. Il y a eu la crise Covid. J'ai quitté la restauration. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et puis, en fait, l'évidence, elle est apparue. Je me suis dit, mais j'ai envie de porter l'étendard du whisky français et continuer à graviter dans ce petit monde des spiritueux. Donc, pourquoi je ne deviendrais pas brand ambassadrice pour une marque de whisky auquel je crois? Et donc, j'ai fait ma petite liste des distilleries pour lesquelles j'avais envie de travailler en France, bien évidemment, et qui avaient aussi les moyens de m'offrir le poste de mes rêves, en fait. Et du coup, Ninkasi est arrivé en top liste, et c'est comme ça que j'ai envoyé un petit message à Alban. J'étais dans le train, je crois que j'allais en week-end à Marseille, en lui proposant de travailler pour Ninkasi au poste de BA, de brand ambassadrice. Super. Et donc là, tu rejoins l'aventure et qu'est-ce que tu, je dirais, développes en premier lieu? Quels ont été les premiers projets sur lesquels tu as travaillé pour la distillerie? Le premier projet sur lequel j'ai bossé avec Ninkasi, bah écoute, déjà je suis rentrée, c'était en plein Covid, donc le CHR était fermé. Du coup, j'ai eu la chance de bosser pendant 1 mois et demi avec Alban en production pour me former sur les produits, techniques de distillation, de brassage, etc. Et ensuite, je suis remontée à Paris et puis mes premiers jobs, c'était vraiment d'aller développer un peu la partie commerciale finalement avec les cavistes. Et j'ai eu l'occasion, même si les bars étaient fermés, et ben j'ai eu la porte ouverte de quelques bars où on a pu organiser des dégustations avec des barmaids et des barman. Donc c'était vraiment ça mon premier job, c'était aller faire découvrir la marque à Paris et dans d'autres villes. Pour l'implanter. Exactement. Ok, très clair. Peut-être maintenant pour aller dans, je dirais, dans le projet et dans sa genèse, Ninkasi, c'est d'abord et historiquement un lieu de brassage avant d'être une distillerie, c'est bien ça? Tout à fait. Et comment est-ce que le projet s'est développé? Alors, on imagine bien que avec la brasserie, vous avez une maîtrise importante de la partie céréales, du brassage, de la fermentation. Mais à Ouais. quel moment il y a eu cette envie d'aller plus loin et d'ajouter au projet Ninkasi cette brique distillation? Écoute, l'histoire de Ninkasi, c'est toujours une histoire humaine et de rencontres qui prédomine, et on n'y coupe pas pour la partie distillerie, puisqu'en fait, donc Christophe Fargier, c'est le fondateur de Ninkasi. Il a rencontré Alban, je crois que c'était aux alentours de 2008, mais peut-être que je dis une bêtise. Et Alban lui a dit, mais en fait, Christophe,
l'avenir de la bière, c'est aussi le whisky. Il faut que tu te mettes à distiller. Et moi, j'adorerais faire ça pour vous. Donc, je pense qu'il a commencé à implanter la petite graine à ce moment-là. Ça a mis quelques années avant d'avoir un projet beaucoup plus mûri. Et donc, en fait, là, un peu comme mon histoire, c'est Alban qui est venu solliciter Ninkasi par Christophe pour faire du whisky. D'accord. Et donc là, on est quoi entre 2012 et 2015 et vous commencez à distiller du whisky en 2015, si je me trompe pas, c'est bien ça? Oui, les premières distillations ont eu lieu en décembre 2015. Le projet, en réalité, il a débuté bien 2 ans avant. Et l'installation de la distillerie, elle a commencé courant 2015, quoi. De toute façon, le temps que tu commandes tes alambics et qu'on te les fabrique, il se passe toujours un petit laps de temps. D'accord. Et donc là, vous commencez à distiller d'abord des spiritueux blancs, un gin et une vodka, très marqués par un peu l'univers du brassage, du houblon et toute cette historique. Et ensuite, vous commencez donc à distiller du whisky. Si on parle un peu je dirais, des grands piliers de l'univers de la distillerie Ninkasi, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors déjà, c'est le savoir-faire de brassage, puisque on a cette expertise depuis 97 et que pour faire un whisky, il faut d'abord brasser une sorte de bière sans houblon, avec de l'orge maltée, puisqu'on travaille quasi exclusivement avec de l'orge maltée chez Ninkasi. Donc tu fais ton wash, c'est ce qu'on appelle un wash. Donc ça, c'est le premier savoir-faire de Ninkasi. Ensuite vient la distillation. Bon, là, sans grande surprise, on est équipé de 2 alambics de style Cognacier qui sont fabriqués par Chalvignac. Et l'un des piliers de Ninkasi Distillery, c'est Alban. Alban, il a un parcours qui est assez atypique. Alban, à l'origine, il travaille dans le monde du vin. Il a des vignes à Villiers-Morgon, dans le Beaujolais, avec sa femme. Il a toujours travaillé dans cet univers. Ensuite, il a travaillé à la distillation des vins. Et passionné de goût et de produits, il s'est assez rapidement intéressé au whisky. Et donc Alban, il a cette expertise de vigneron. Donc en fait, il s'est dit, mais attends, moi j'ai envie de travailler avec des barriques de vin pour faire les élevages de whisky, puisque le whisky, je le rappelle, mais ça ne peut pas s'appeler whisky sans avoir 3 ans de vieillissement sous bois. Donc dans des fûts qui sont majoritairement en France fabriqués à partir de chêne. Et Alban, il connaît pas mal le monde viticole et l'impact organoleptique que peut avoir un vin dans un fût. Et donc le whisky, on peut le voir un peu comme un pompeur de mémoire. En fait, il va aller s'imprégner de toute la mémoire du fût. Donc il va y avoir la trame boisée originelle, bien sûr, mais également ce qu'a contenu le vin avant. Et donc Alban, il s'éclate à nous faire des élevages dans des fûts de vin régionaux. Donc tu peux retrouver des condrieux. Alors bien sûr, on n'écrit jamais les noms des appellations sur les bouteilles parce que c'est protégé, mais on va plutôt parler du vigneron avec lequel on travaille ou du cépage. Donc par exemple des fûts de Viognier de chez Yves Cuiron, qui est pas très loin de chez nous, qui est à 40 km à peu près au sud de Lyon. C'est vraiment juste à côté, où on va bosser avec des fûts de chardonnay de Bourgogne. L'année dernière, on a sorti un élevage dans un fût de Rasteau. Le Rasteau, c'est un vin doux naturel. Donc, en fait, on va aller chercher un peu sur ces aromatiques-là quelque chose de proche d'un sherry. Donc, au lieu d'aller chercher des barriques de bourbon américain ou des sherry espagnols, nous, on va essayer de se sourcer un maximum et quasi exclusivement en France sur nos fûts. D'accord. Et je dirais sur le style, effectivement, le style des whiskies, il est très marqué par l'élevage en fût de vin. Est-ce qu'il y a eu, je dirais, beaucoup de recherches pour trouver un peu le style Ninkasi, ou il s'est imposé assez vite? Comment est-ce que ça s'est passé sur les premiers jus et les premiers élevages? Alors, globalement, il y a une pâte Ninkasi qui est hyper, hyper forte. On s'est fait une dégustation l'autre jour à l'aveugle.
sur des whiskies qu'on avait réduits pas mal à 40 et avec des produits qui ne venaient pas de la distillerie. Et en fait, je crois qu'on était peut-être 6, 7 autour de la table et on a tous retrouvé qui était Ninkasi ou pas parce qu'il y a un gros marqueur aromatique. Moi, je trouve que c'est vraiment la patte d'Alban parce que tu as une espèce de générosité et de gourmandise dans chacun des jus qui marque. Tu vois, donc ça vient sûrement des courbes de distillation, de notre alambic, enfin voilà. Et donc il y a vraiment cette patte de distillation qui est vraiment très marquée, quel que soit l'élevage. Et ensuite, effectivement, il y a eu beaucoup de recherche, comme tu dis, de recherche-développement. Et la recherche en développement dans le whisky, c'est très simple. Hein. Tu prends ton New Make Spirit, tu le mets dans différents types de barriques et tu goûtes. Et ça se fait vraiment comme ça. Et en fait, ensuite, tu fais une sélection. Tu dis, ça, j'ai bien aimé parce que ça apporte tel type d'arôme et tel type d'arôme. Ça, j'aime bien parce que ça fait ça. Et si j'assemble ce type d'arôme-là avec ce type d'arôme-là, ça me donne un rendu comme ça. Et c'est comme ça qu'on a créé notre whisky qui s'appelle le Ninkasi Whisky vieilli en fût de chardonnay, puisque c'est différents types d'élevage en réalité. Tu as d'abord de la barrique de chêne française qui apporte un côté très boisé, de la gourmandise. Les notes un peu caramel au beurre, etc. Ensuite, tu vas avoir de la barrique de chardonnay de Bourgogne qui apporte le côté raisin blanc et des notes également très florales. Et on termine par du vionnier. Et les vionniers, ça nous apporte un côté fruité assez renforcé sur le fruit compoté. Et donc ça plus ça, c'était des expérimentations à la base, et ça finit par nous faire ce jus-là. Et tu vois, ce produit-là, on l'a sorti en 2021, en avril 2021. Et il aura fallu, donc les premières bouteilles sont sorties en 2019, mais les premières distillations donc en 2015, donc il a fallu quelques petites années pour pouvoir produire ce jus. Oui, parce qu'effectivement, le fût de chardonnay, si je me trompe pas, c'est la première référence permanente de votre gamme. Historiquement, vous aviez lancé quelques small batch, des éditions limitées avant de lancer cette première référence. Pourquoi est-ce que vous avez opté pour effectivement le fût de chardonnay et pas pour une autre direction comme produit fort, je dirais, de ce premier lancement? Alors, il y a le premier choix, c'était vraiment l'aromatique du produit qui est hyper séduisante puisque c'est un produit que tu sois amateur de whisky ou non, tu as les capacités pour l'aimer parce qu'il y a une sorte de pâte gourmande, réconfortante, un bel équilibre. Donc un amateur de rhum, enfin un amateur ou une amatrice bien sûr, de rhum peut s'y retrouver, comme un amateur ou une amatrice de cognac pourrait également s'y retrouver, ou d'Armagnac parce que tu as des codes communs notamment avec les notes de raisin. Donc le premier choix c'est vraiment aromatique, et le naming, Chardonnay c'est quelque chose qui parle à tout le monde en fait. C'est un cépage qui est tellement connu que tu peux traverser les frontières et ça parle aux gens. Et aujourd'hui, pour rentrer, je dirais, dans la gamme, comment est-ce qu'elle s'articule? Vous avez quel type de référence? Je sais que vous avez lancé il y a très peu de temps une première référence de printemps avec des références aux saisons. Comment est-ce que tout ça s'articule? Écoute, ça fait partie de mon chantier de l'année et de l'année dernière. Donc aujourd'hui, mon job, c'est plus d'aller rendre visite aux cavistes et aux barman, mais justement de travailler sur toute la stratégie produit de Ninkasi Distillery. Donc je suis hyper contente du travail qu'on a fait cette année. On va avoir pas mal de sorties produits, de nouvelles gammes notamment. Donc on a le produit qu'on a évoqué, vieilli en fût de chardonnay. Ensuite, on a une gamme qui s'appelle Saison. Et en fait, la clé d'entrée des saisons, c'est un voyage olfactif et gustatif au cœur des saisons. Donc, la cuvée de printemps, t'es sur un produit qui est hyper floral, hyper végétal, fruité. T'as l'impression de te promener dans un verger en fleurs, littéralement. Va naître en
en septembre la cuvée d'automne, où là, on aura des arômes plus compotés, beaucoup plus automnaux. Donc ça, c'est la gamme saison. Ensuite, ça va être des petites pépites également. On a la gamme vendange qui va naître. La gamme vendange, comme son nom l'indique, elle va sortir au moment des vendanges, au mois de septembre. Et alors là, donc un embouteillage naîtra par an. Et là, la clé d'entrée, c'est vraiment le vin. Donc, on aura un produit qui sera un élevage intégral dans un seul type de fût. Donc, par exemple, le prochain, ça va être un élevage dans des fûts de Sauternes. Donc, c'est un petit batch. Il y a 4 fûts qui ont été assemblés sur un vieillissement 100% Sauternes. Et enfin, on a une gamme de single casques qui va s'appeler Lab. Et le Lab, en fait, c'est le laboratoire expérientiel d'Alban. C'est toutes les petites pépites qu'il a su nous dénicher en termes de fûts, qu'il a enfuté de notre New Make, qu'il a laissé vieillir quelques années, qu'on a regoûté au bout d'un moment, puis qu'il s'est dit tiens, ce serait pas mal tel type de finish là-dessus. Et voilà, c'est en fait tu découvres un peu, tu rentres dans la tête d'Alban pour découvrir un petit peu tout ce qu'il est capable de produire comme type de whisky. Ouais, superbe, on a hâte de découvrir tout ça. Ouais. Et si on se projette un peu maintenant dans le futur, quels sont les grands projets sur lesquels vous travaillez? Je vous ai un peu parlé de gamme et de développement de gamme. Est-ce qu'il y a d'autres projets assez forts dans les prochaines années? Ah ben là, il y a un énorme projet qui est en train de naître. C'est la nouvelle brasserie et la nouvelle distillerie. J'y étais hier. C'est juste hyper impressionnant. Les alambics sont absolument magnifiques. Vraiment, j'ai hâte de les voir tourner. La nouvelle salle de brassage est aussi complètement impressionnante. C'est un peu la crème de la crème en termes de technologie. Donc bon, moi le brassage je maîtrise un peu moins, donc je vais plutôt vous parler des alambics. Donc aujourd'hui, on travaillait sur de la repasse en cuivre. Demain, on va travailler sur de la repasse en inox et en cuivre. Je m'explique, c'est des alambics qui ont été fabriqués par Dominique Honoré, qui est un fabricant d'alambics dans l'est de la France et qui est très réputé. Et lui, donc il a équipé pas mal de distilleries, notamment sur des colonnes de distillation, enfin plein de technologies différentes. Et il y a quelques années, il a mis au point un nouveau système de distillation qui est une distillation à basse température. Donc, en fait, pour faire de la basse température, on travaille sous vide. Et de cette manière, on peut abaisser le degré de température d'ébullition, en fait, du wash ou, de ce qui est contenu à l'intérieur de l'alambic. Pourquoi faire ça? La première raison, déjà, elle est énergétique. On fait des gains d'énergie qui sont énormes et la distillation, on sait que c'est méga énergivore. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, quand on chauffe moins, on évite de perdre certains esters, donc certains arômes. Donc on espère avoir également un New Make Spirit plus fin, qui aura probablement une aromatique différente. Je pense qu'on en verra vraiment aussi la différence sur le gin, parce qu'on distille avec des botaniques, forcément. Voilà. Donc nous, on a ces deux bébés là qui sont installés chez nous, qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on termine les réglages pour les lancer. Et là, les premiers tests, c'est incessamment sous peu. Ça va être la semaine prochaine. D'accord. Ah oui. Donc on est donc ça c'est notre nouveau très gros projet qui est hyper excitant en fait pour tout le monde, quoi. Oui, ça ouvrira la voie à une nouvelle phase complète d'expérimentation, de découverte et de création de produits, quoi. Ouais, là on passe un nouveau cap pour Ninkasi Whisky, Ninkasi Distillery. En termes de capacité de production, on fait sur le whisky, on fait x10. Alors aujourd'hui, on produisait très peu. C'est vraiment, on vend 20 000 bouteilles à l'année. On distille de quoi remplir
150 fûts par an. Enfin, c'est vraiment... on était très petits jusqu'à présent. Le x10, on va pas y arriver tout de suite. Ça va être progressif. L'idée, c'est qu'on puisse distiller différemment, mieux on espère, et en un petit peu plus gros volume quand même. Et voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée, les équipes là en distillerie, ils sont 3. Ils vont être rejoints par une stagiaire bientôt qui va nous aider notamment sur la gestion du chai. Parce que c'est pas une mince affaire de gérer son chai, de gérer toutes les barriques, d'avoir le temps de les goûter régulièrement. Enfin, c'est du boulot aussi. Ok, donc un vrai changement de dimension et une nouvelle page qui s'ouvre, quoi. Exactement, ouais. Nouvelle gamme de produits, nouvelle distillerie. Donc, c'est une année hyper importante pour Ninkasi, pour la partie production et la partie marque de spiritueux et de bière. Ouais, on a hâte de découvrir tout ça. Oui, moi aussi. J'ai goûté le vendange qui sort hier et c'est canon. Je suis hyper contente. Ok, génial. Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai encore 2 petites questions. La première, c'est quel est ton spiritueux préféré hors whisky? Ah là là, moi je sais pas choisir. J'aime tout ce qui est bon. J'adore les mezcals, mais j'aime beaucoup aussi le pisco. Enfin, il y a plein d'alcools que j'aime. J'ai envie de te répondre que ça dépend des moments de consommation et des périodes. Selon les périodes, je bois pas toujours les mêmes choses. Ouais. Là, on est au printemps, on arrive sur les beaux jours. Tu choisirais quoi? Là, on est au printemps. Ben, je crois que je dégusterais bien une petite grappa. Très beau choix. Et quel est ton plus beau moment de dégustation depuis que tu es chez Ninkasi? Quelle est ta plus grande découverte, ce qui t'a vraiment marqué? Il y en a eu pas mal. Je pense que mon plus beau moment de dégustation, c'était quand j'ai intégré les équipes et qu'on a passé, je sais pas, des heures avec Alban à goûter tous les... En fait, on sélectionnait les nouveaux tonneliers avec lesquels on allait travailler. Donc, on a goûté, il a fait un essai avec 3 tonneliers différents sur des types de bois différents, des types de chauffes différentes. Et on a passé de longues heures à déguster tout ça pour aller sélectionner les tonneliers et les chauffes et les grains qui nous intéressaient. Et je crois que c'était l'un des moments que j'ai préféré parce qu'on a appris beaucoup de choses sur ce qu'on pensait... ce qu'on pense juste être un fût de chêne français, mais en fait, il y a des différences organo qui sont énormes. Donc voilà, c'était l'un des moments, parce que du coup, il y avait aussi beaucoup de pédagogie derrière, on a appris des trucs, donc j'ai adoré ce moment. Super. Écoute, merci Lilia pour cette découverte et cette immersion au cœur de Ninkasi. On a hâte de découvrir ces prochaines phases de développement futures. Eh ben, je t'en prie. Merci à toi, Louis-Marie. Et ben, je vous souhaite à tous de déguster de belles choses dans le futur. Et j'espère que vous aurez l'occasion de mettre la main sur un Ninkasi parce que il y a des grosses pépites qui arrivent. Quel teasing. Écoute, merci. Et puis pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Eau de vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.